Notre collaborateur régulier de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. 3 nouvelles, on en jase pendant les prochains instants. D'abord, la première, c'est les zones inondables. C'est réglé, c'est tout ça? En fait, un premier volet est réglé, c'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir l'aval du ministère de l'Environnement pour rétablir les codes de crue pour les résidences aux abords des rivières des Prairies et des Mille-Îles, les codes de crue de 95 qui vont s'appliquer. On se rappelle que le ministère de l'Environnement avait, à l'été 2013, en fait, imposé un décret pour que Laval applique les codes de crue de 2005. Après un travail de près de 18 mois, un travail sérieux de la part de la Ville qui a investi au-delà d'1 million en études, en analyses et en travaux, on a réussi à vendre nos arguments et à obtenir du ministère de l'Environnement un retour au code de crue de 95. Ça vient changer quoi pour les gens qui étaient impliqués? Concrètement, c'est que ça vient retirer de la zone à fort potentiel d'inondation, la fameuse zone 0-20 ans, à peu près 700 résidences qui sont relocalisées dans ce qu'ils étaient auparavant, la fameuse zone 0-100 ans. Et évidemment, bien, ça permet, disons-le, des aménagements beaucoup plus larges au niveau du terrain, par exemple. Et moins de problèmes pour s'assurer, avoir des hypothèques. Tout à fait. Maintenant, la phase 2, comme je le disais en début de mon intervention, la phase 2 maintenant, c'est de convaincre le ministère de l'Environnement d'obtenir un élargissement pour ceux qui demeurent dans la zone 0-20 ans, un élargissement de ce qu'on peut faire sur son bâtiment et évidemment sur le terrain, parce qu'en ce moment, il y a évidemment des restrictions très sévères en ce qui concerne ces habitations dans le 0-20 ans. Donc, la bataille n'est pas finie. Non, une première manche de gagné, il reste évidemment un second volet. Parlons maintenant d'une nouvelle place publique à Laval. Oui, la Ville a annoncé au cours des derniers jours qu'elle allait avoir une nouvelle place publique et c'est une véritable cure de jouvence qui va s'appliquer à l'Hôtel de Ville sur la façade qui donne sur le boulevard du Souvenir. On retrouvera cet espace public aménagé au coût d'1 400 000 $. Ça comprendra notamment un parvis pour des rassemblements, une fontaine et aussi du mobilier urbain. C'est un projet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a évidemment, il y a des résidents qui ont commencé à critiquer sur les réseaux sociaux. L'opposition s'est également emparée de ce dossier, ainsi que le conseiller indépendant Pierre Antian, qui a même émis une pétition électronique qu'il présentera au conseil municipal d'avril pour tenter de convaincre l'administration de Mers de faire marche arrière dans ce projet. OK. Et la dernière des 3 nouvelles, le nouveau collège privé à Laval. Oui, exactement. En fait, à proprement parler, c'est un collège qui existe déjà, le Collège Laurier, qui prendra l'appellation de Collège citoyen. Depuis nombre d'années, je dirais même depuis un siècle ou un siècle et demi, le Collège Laurier était situé à Montréal. Il a perdu ses locaux. Depuis 2 ans, il est hébergé dans le Collège Le Tendre, au centre-ville de Laval. Mais il aura, à compter de septembre prochain, son propre pavillon à l'angle de l'autoroute 13 et du boulevard Sainte-Rose. Donc, on se trouve dans l'ouest de Laval. Oui, c'est ça. Pour desservir cette population, il y a quand même une explosion démographique assez importante, l'ouest de Laval. Bon, on cherche également à aller, disons-le, tendre la perche aux familles résidentes des Basses-Laurentides. Je pense notamment à Boisbriand, Saint-Eustache, Deux-Montagnes. Ah oui, tout ça, c'est pas très loin. La localisation du collège citoyen sera dans l'ouest de Laval. On va y enseigner, ça c'est intéressant, le leadership entrepreneurial, et ce, dès la première année du secondaire. Donc, c'est un collège qui aura une orientation différente et intéressante. Il y aura une journée porte ouverte d'ailleurs dans ces nouveaux locaux dès le 25 avril, donc le collège citoyen, un nouvel établissement d'enseignement privé à Laval. Si on veut d'autres informations fraîches... Oui, il y en a tous les jours sur votre quotidien web, l'Écho de Laval en un seul mot.ca. Merci, Ghislain. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
On est à l'école Marc-Aurèle Fortin ce matin pour rencontrer Jean-François Trottier, qui est animateur à la vie spirituelle à la commission scolaire de Laval, pour parler du programme Acti-Récré. Ça, c'est vous qui avez parti ce programme-là il y a plusieurs années. Oui, bien, j'ai parti le projet il y a une douzaine d'années. Et on a l'honneur cette année que la TVRL vienne de faire le tour de chacune de mes écoles. Et l'école ici, c'est la deuxième école qui a embarqué dans le projet. Donc, et bien sûr, un projet comme ça, avec une grande envergure, 7 écoles, 3500 élèves au total, mais ça prend des gens qui puissent s'en occuper. Puis ici, je vais vous présenter tout d'abord les directions d'école et par la suite, les adultes enseignants et éducatrices spécialisés qui accompagnent les élèves qui, eux, font en sorte que les récréations sont agréables. Oui, parce que justement, chaque école est différente. Oui. Alors, c'est ici, on va justement aller voir qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres écoles. On y va. J'ai hâte de vous les montrer. Vous êtes la directrice Acti-Récré. Ça fait déjà un certain temps que ça fonctionne ici. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que ça existe dans notre école. Et là, qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement depuis le début? Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, ça fait un certain temps. Comment ça fonctionne maintenant? Nous, on a constaté que les récréations se vivent beaucoup plus harmonieusement et puis les élèves aiment à participer à Acti-Récré. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est quoi exactement le programme ici? Parce qu'un peu partout, dans chacune des écoles, c'est différent. Qu'est-ce qui est particulier à votre école? Nous, ici, on a des élèves de 2e et 3e cycle. Alors, nous avons 640 élèves. On a des enseignants, des éducateurs, ainsi que des élèves qui participent activement à ce projet-là. Et qu'est-ce que ça représente? Puisque là, quelqu'un qui n'a pas encore entendu parler de ce programme-là, juste nous le décrire un petit peu. C'est plus au niveau de l'organisation des récréations, ce qui permet aux élèves de vivre des activités. Alors, ça peut être du soccer, du mini-football, alors qu'ils participent aux récréations. Et vous, vous êtes adjointe à la direction. On entend souvent parler des taux d'harmonie. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, on a constaté à l'école avec l'implantation de ce projet-là un taux d'harmonisation au niveau des récréations d'au-delà de 95 %. Donc, nous, on est très fiers de notre équipe, des enseignants, des éducateurs et des élèves qui sont impliqués à Acti-Récré. Donc, quand vous parlez d'un pourcentage de taux d'harmonie, on veut dire, dans le fond, que tout se passe bien puis il y a seulement quelques petits accrochages. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement. Donc, il y a moins de conflits, les récrés sont plus harmonieuses et les enfants sont actifs. Donc, c'est un programme que vous appuyez et dont vous êtes fiers, j'imagine. Effectivement. Bon, bien, on va aller voir les autres enseignants maintenant. Là, présentement, on voit les responsables. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là? Ils ont une autorisation spéciale avant que la classe termine? Ici, nous avons les responsables de 5e année. Donc, c'est une classe qui est en charge de toutes les 5e années. Ici, nous avons 2 arbitres en chef du groupe 506, Kayla et Victor. Eux, ils ont l'autorisation quand ils sont les arbitres. Ils sortent avant les autres élèves, ils s'habillent, ils préparent le matériel. Et ils ont l'autorisation d'aller sur la cour d'école sans la surveillance d'un enseignant pour préparer les terrains de soccer. Caroline Guénette, vous êtes enseignante spécialisée. De quelle façon vous êtes impliquée dans le programme avec les jeunes? Moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Je m'occupe d'Acti-Récré. Donc, on forme des élèves à devenir arbitres et à prendre leur place sur la cour de récréation. C'est eux qui arbitrent des matchs de soccer. Et depuis dernièrement, on a ici l'Ultimate Frisbee. Donc, les jeunes organisent les activités. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on fait. Et après, ben, ils sortent dehors puis on joue. C'est quoi l'avantage pour les jeunes? Est-ce que vous avez remarqué une certaine fierté des jeunes, un niveau de confiance plus grand? La confiance augmente beaucoup parce que les élèves apprennent vraiment à prendre leur place. Parce que souvent, quand ils sont arbitres, ils prennent des mauvaises décisions. Des fois, ils en prennent des bonnes. D'autres fois, ils sont obligés de vivre avec les conséquences. Donc, ils apprennent à s'affirmer énormément parce que ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vu, même si des fois, c'est pas toujours exactement la réalité. Ils font des erreurs, puis après, on se rattrape. C'est quoi le côté peut-être le plus difficile dans l'organisation d'un programme comme ça dans une école? On est une grosse école, donc il a fallu diviser notre Acti-Récré parce qu'avant, quand je suis arrivée ici, ça marchait classe contre classe, c'était niveau contre niveau, mais c'était tout le monde en même temps. Tandis que maintenant, étant donné qu'on est beaucoup, on a un responsable pour les 6e années, un responsable pour les 5, pareil pour les 3 et 4e années. Donc, ça se fait bien quand même si c'est une grande école, il y a moyen d'organiser ça, pour que ça soit efficace, puis que ça soit agréable. Oui, c'est très agréable. Les élèves sont super intéressés. Ils viennent jouer au soccer ici. Évidemment, le soccer, c'est le sport le plus populaire ces temps-ci. Donc, au lieu d'être dans la cour d'école et à se chamailler, bien, ils viennent jouer au soccer ici. Isabelle Trentin, vous êtes enseignante. Là, vous allez nous parler un peu des 5e années qui jouent au soccer.
Oui, alors en 5e année, à Marc-Aurèle Fortin, il y a un groupe qui est responsable d'organiser les jeux pour tous les élèves de 5e année. C'est le groupe 506. Et ils sont en charge de faire le tour des classes, de demander aux élèves leur opinion sur le sport qu'ils aimeraient faire. Ils font des sondages, ils compilent et ils choisissent le sport en fonction de ce qui a été voté. Alors cette année, en 5e année, le seul sport possible pour eux était le soccer. Donc c'est le sport auquel on joue depuis le mois de septembre. Jean-François Trottier, juste pour terminer, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce programme-là que tu as monté? Moi, c'est l'engagement des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui décident, au lieu de parler à ses amis ou faire d'autres choses ou errer, qui donnent du temps, mais pour d'autres, parce que tout est construit grâce à l'engagement et la solidarité des jeunes. Donc, le fait que des jeunes donnent du temps par altruisme pour d'autres jeunes fait en sorte qu'il y a une grosse magie qui s'installe un peu partout. Et bien sûr, toutes les équipes écoles. Je vous ai fait visiter chacune de mes écoles. On est rendu à 6, 7 ou 8, je me rappelle plus. Mais au total de mes écoles, j'en ai 8. Puis si on regarde l'ensemble, un profil annuel, bien, ça donne à peu près 5000 parties de jouer. Ça donne 10 000 points d'harmonie de données. Et bien sûr, beaucoup de sourires un peu partout. Bien, excellent. Je vous dis un gros bravo. Merci. Lui est président d'honneur et elle est la créatrice du Télédon au profit de la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache que vous verrez diffuser sur les ondes de TV Laval. Jean-François Legault, directeur des ventes du groupe JCL, des journaux du groupe JCL, et ma chum et bénévoliste en chef, Peggy Belland. Bonjour à vous deux. Merci d'être ici en studio. Bonjour, Éric. Bonjour, Eric. D'abord, expliquons ce que c'est que le Télédon, parce que les gens de Laval ne le voyaient pas, le Télédon, avant. Il était dans les Basses-Laurentides, diffusé dans les Basses-Laurentides, mais maintenant, avec TV Laval, on va pouvoir le voir. Bien, le Télédon, c'est un 4 heures de télévision en direct. On a 32 artistes, donc c'est un grand spectacle. Cette année, l'événement a lieu au Centre d'excellence Sport au Sault-de-Boisbriand. Et l'idée, en fait, c'est qu'on amasse des fonds au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Et notre objectif cette année, c'est d'amasser 175 000 $. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on est diffusé à Laval et dans les Laurentides, mais c'est aussi un radiodon. Ça veut dire qu'on est diffusé en direct à la radio sur Planète au 104.9 et 102.1 et sur Internet. Ça vous demande quoi, Jean-François, d'être président d'honneur de cet événement, le Télédon? Ça me demande une implication et tout simplement de parler de la cause et de réunir, je vous dirais, le plus de personnes à cette belle cause qui est l'hôpital de notre région. Il y a une cause qui me tient beaucoup à cœur, moi, dans ma région, qui est l'aile de dialyse, qui va faire partie de l'hôpital Saint-Eustache dès le mois de septembre. Et c'est grâce avec le Télédon, d'ailleurs, hein, en grande partie, qu'on a pu amasser de l'argent pour avoir cette unité de dialyse à l'hôpital Saint-Eustache. Oui, en effet, grâce au Télédon, un certain montant a été remis pour cette belle cause qui est l'aile de dialyse. Bon, je ne vous le cacherai pas, je fais partie du comité d'honneur du Télédon, donc je connais un peu l'historique de tout le monde là-dedans. Et entre autres, celle de Jean-François est intéressante parce que votre mère a eu des problèmes rénaux et vous-même, vous en avez. Donc, ça a une résonance particulière, outre le fait que vous êtes impliqué en tant qu'homme d'affaires. Comme je disais, les bonnes causes m'ont toujours tenu à cœur, mais celle de la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache avec l'aile de dialyse me touche personnellement. En effet, ma mère a fait de la dialyse pendant 3 ans et devait se déplacer jusqu'à Montréal, alors de la Rive-Nord jusqu'à Montréal 3 fois par semaine. Et je vous dirais qu'après les traitements, elle filait vraiment pas. La route haute était pénible et je sais qu'il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui ont cette maladie rénale dans notre région. Ça va être un gros plus pour la population. Vous n'êtes pas rendu à la dialyse encore, Jean-François? Je ne suis pas encore rendu à la dialyse. Je suis suivi, mais je vais tout faire pour pas me rendre là, veux pas. Mais si je peux faire une petite différence pour ceux qui sont déjà rendus dans ma région, bien, je vais le faire. Peggy, il y a 4 ans, est-ce que tu avais imaginé l'ampleur de cet événement-là, du Télédon? Bien, honnêtement, oui. Je pense que dès le départ, l'idée, c'était de faire un événement rassembleur au profit de la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. Puis, je vais préciser, pour compléter ce que Jean-François a dit, c'est que l'importance de la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache, c'est qu'on y achète du matériel qui est non financé par le gouvernement. Donc, on pense que le ministère paye tout, mais ça permet d'avoir des services accessibles et justement de ne pas être obligé de se déplacer. Donc, c'est vraiment
la mission première de la Fondation. Et la Fondation va être de plus en plus importante avec le désengagement des paliers gouvernementaux. Donc, c'est pour ça que l'industrie privée est importante là, de s'impliquer. Je vous donnerai pas le rôle de nous parler de la programmation. Je vais plutôt le demander à Peggy. En effet, elle lui passe pour la programmation. Et par exemple, je vais vous parler d'argent. Alors, les artistes qui vont être là pour le Télédon. Oui, on en a 32. On est vraiment choyés cette année. L'événement est animé par Éric Salvaille, Isabelle Rasco depuis 4 ans. On a aussi les plateaux qui sont animés par Emmanuel Auger, Danny Dubé. Et bon, je vais vous nommer les plus grands là, parce que je vous invite à aller au trip. Oui, c'est beaucoup, là. www.télédon.tv. Oui, c'est ça. Donc, on a Karim Ouellette, Pascal Picard, Jean-Marc Couture. On a France d'amour. Jérôme Couture. Oui, Ah ben, coudonc, il est Patrick ici. Normand. Ça, c'est dans les... Martine Sinclair. Corias, oui, effectivement. Donc... Alors, ça dure combien de temps, justement, le Télédon? 4 heures. 4 heures. 4 heures, là. Donc, quand ça commence à 19 heures, on est en onde jusqu'à 22 heures. Donc, puis vous payez 10 le macaron, c'est pas cher pour avoir accès au spectacle. C'est 32 artistes. Donc, quand vous faites un don de 10 vous pouvez faire votre don sur Internet, toujours au www.télédon.tv. Puis, avec votre don, vous avez accès au spectacle au Centre d'excellence sport au Sault-de-Boisbriand. C'est combien de places? On aimerait combler 2500 places. Je dirais que c'est pas l'espace qui manque au Centre Rousseau. C'est un déménagement, parce qu'avant, c'était à l'Olympia à Deux-Montagnes, c'était ça? En fait, il y a eu à l'Olympia à Deux-Montagnes, qui malheureusement a fermé ses portes pour les salles de spectacle. On est allé au Théâtre Yann Elgroux l'an passé, donc on était limité à 800 places. Et cette année, grâce à la collaboration de la ville de Blainville, qu'on remercie énormément, d'ailleurs, on a pu avoir accès au Centre d'excellence sport au Sault-de-Boisbriand. Vous dites quoi à la communauté d'affaires de s'impliquer, parce que ça s'en vient très bientôt? À la communauté d'affaires de s'impliquer, et j'aime bien dire qu'il n'y a pas de petits dons. Le monde aime donner, souvent ne savent pas comment faire. Alors, simplement d'être présent, 10 le macaron pour une soirée inoubliable avec les artistes de qualité qui sont là. Et justement, aussi bien par le biais du téléphone, par le biais des messages textes cette année. Oui, nous vont avec les messages textes. On n'en a pas parlé, le 410-10. On peut texter ça sur à partir de maintenant, 410-10. Il faut mettre le mot-clé Télédon. Et on peut faire notre don via notre téléphone, c'est vrai. Oui. Tous les montants vont faire qu'on va atteindre notre objectif de 175 000 C'était ça ma prochaine question. Oui. Nous voyons grand, disons, cette année encore. Et je pense que vous avez raison. Peut-être pour conclure cette entrevue, qu'est-ce que les gens de Laval ont à retirer de donner de l'argent pour le Télédon, qui est pour la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache? Ça, j'ai une bonne réponse là-dessus. On a un artiste qui a participé il y a 2 ans. On ne sait jamais où on va être dans la région. Et il y a un artiste qui est venu chanter, qui a donné, en fait, qui est Gabrielle, qu'on a pu voir à l'intérieur de la voix, Gabrielle Frappier. Et vous voyez, sa sœur a été traitée à l'hôpital de Saint-Eustache parce qu'elle était dans la région au moment où elle a eu son problème, mais pourtant, elle ne demeurait pas dans la région. Donc, c'est important. La fondation de l'hôpital Saint-Eustache, parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qu'on connaît. Si on roule sur les autoroutes, donc cette cause-là est importante pour tout le monde. Ça va dans le Nord, on a un accident. L'hôpital Saint-Eustache est le premier répondant, parce que ce qui se passe sur la 640 ou l'axe de la 15. Exactement. Donc, de là, l'important, c'est si nous-mêmes, on n'est pas impliqués, on a peut-être des membres de notre parenté qui vivent justement dans cette région. Alors, peut-être pour vous le rappeler, 4e Télédon, dis-je, animé par Éric Salvaille et Isabelle Rasco, va être diffusé le vendredi 24 avril à 19h, donc dans un petit peu moins d'une dizaine de jours, au Centre Excellence Rousseau Sport, au 3600 boulevard Grande Allée à Boisbriand. Je vous invite à venir faire un tour à Boisbriand. C'est cute comme ville, je vous dis. Télédon.tv pour tous les détails. On vous souhaite un grand succès encore cette année. Merci Jean-François. Merci, Peggy. Le mois d'avril, c'est le début de la saison horticole et avec l'hiver interminable qu'on a connu, bientôt, vous allez pouvoir commencer à faire des travaux à l'extérieur. Et pour parler justement avec moi des premiers travaux à effectuer dans votre jardin, je reçois Louise Arcan. Bonjour, Louise. Bonjour. Alors, par quoi on commence? La première chose à faire, c'est d'enlever nos protections hivernales qu'on a installées pour l'hiver. Parce que même s'il fait encore froid, les arbres vont chauffer sous les protections. Alors, c'est très important d'aller enlever nos protections hivernales et de
dégager la base de son ami du pays, la base de notre peau, pour être sûr que l'aération se fait, pour pas qu'il y ait des maladies qui se forment. Là. Trop d'humidité, tout ça. Trop d'humidité. Aussi, si on n'enlève pas, c'est qu'il fait tellement chaud, c'est que ça va faire assécher là, les végétaux qu'on a protégés. Alors, c'est très important là, de dégager les protections hivernales et de vraiment aérer le contour de nos arbustes. Et ça, on peut le faire maintenant? Il faut le faire maintenant. OK, oui, parce tout à que fait. des fois, il fait très froid encore. Oui, mais le soleil est très chaud. OK, alors, donc c'est on prend très pas de chance. important. Là, on prend pas de chance. On enlève nos protections Il n'y a pas de hivernales. danger. Il n'y a pas de danger, mais si jamais, parce que la météo est à nos réserves des surprises cette année, là, si jamais annonce un gros gel, bien là, on peut à ce moment-là garder nos protections prêtes, là, puis on va les installer là, si vraiment il y a un gel. Mais je suis sûre, là, je croise mes doigts que ça n'arrivera pas. Et ensuite, prochaine étape. Prochaine étape, bien, il y a plein de choses qu'on peut faire là, au printemps. C'est sûr, c'est le temps du grand ménage. Le grand ménage, il faut aller sur notre terrain, là, vraiment ramasser là, tous les rejets d'hiver qu'il y a eu, là aussi avec les déneigeurs qui ont laissé sur le sol là, du gravier, des choses comme ça. Il faut vraiment passer le râteau là, sur notre gazon, vraiment préparer notre gazon là, pour l'arrivée et vraiment passer, vraiment nettoyer tout ça là, pour vraiment dégager le gazon. Pour que tout respire. Que tout respire et qu'on soit prêt là, à semer s'il le faut là, pour que le gazon soit vert là, prochainement. Et des fois, nos arbres, nos arbustes, ils ont l'air morts, un peu desséchés, tout ça. Comment on fait pour savoir c'est très s'ils sont morts? important. C'est une bonne question. S'ils sont morts, la première chose à faire, là, c'est de vraiment on a un gratter. exemple. Moi, j'apporte un hibiscus parce que j'avais pas d'arbuste à l'extérieur, mais c'est simplement de gratter avec notre doigt. Là. Et quand on voit du vert, ça veut dire que l'arbre là, est encore vivant. Là, on peut faire ça pour nos arbres, on peut faire ça pour nos arbustes. Et à ce temps-ci, c'est le temps de vraiment de tailler les arbustes, à tous les rejets, les branches qui sont mortes, vraiment pour leur donner là, une nouvelle vie, puis que tout va avoir des belles repousses et une belle forme. Alors, on sort notre sécateur et on va tailler là, les arbustes qui ont eu des branches qui sont ceux qui ont mortes. le taquet bas, là. Oui, exactement. Et c'est le temps aussi pour les plantes d'intérieur. Alors, je vous montre comment tailler un hibiscus, parce qu'on pourrait tailler nos hibiscus aussi à l'intérieur à ce temps-ci de l'année. Mais si ce serait une plante à l'extérieur, là, c'est vraiment lui donner là, une forme. C'est à peu près un tiers de sa grandeur quand on fait une grosse taille. Là, tu coupes beaucoup, là. Il faut y aller aussi drastiquement? Ça dépend, parce que si c'est des arbustes qui poussent sur le bois de l'année passée, il faut faire attention. Là, on ne peut pas tailler n'importe quel arbuste. Il faut vraiment couper seulement les rejets, les branches là, qui sont mortes, là, pour vraiment y donner une taille. Mais pour donner une taille sévère comme ça va être plus pour les arbustes d'intérieur ou ceux qui sont vraiment endommagés par l'hiver. C'est le temps de les sortir, celles qu'on avait à l'intérieur. Il est trop tôt encore pour sortir nos plantes. Il faut vraiment attendre là, que les risques de gel soient éliminés. Les risques de gel, on en a jusqu'à la fin mai, la dernière lune du mois de mai. Alors, il faut faire attention. On peut, dans des belles journées, les sortir, commencer à les sortir un petit peu, prendre l'air, là. Mais il faut faire attention pour ne pas les installer non plus à trop plein soleil, parce que ça peut les endommager. Et on y va graduellement. Et as-tu des trucs pour les pelouses jaunes? Pour les pelouses jaunes, bien sûr, mais l'important, c'est d'aérer, comme j'ai dit, parce que la neige, elle aplatit la pelouse. Alors, c'est important de passer là, un aérateur. On peut en louer un si on n'en a pas à la maison, ou simplement un râteau là, pour s'assurer de vraiment dégager là, tout le gazon qui est accumulé. Et on peut remettre de la semence là, sur notre terrain, il n'y a pas de problème. Et aussi, si le temps nous le permet, que la terre est dégelée, c'est le temps de diviser nos vivaces également. Donc, beaucoup de travaux à faire et puis des petits trucs pour l'invasion de pissenlits qu'on a habituellement au mois de mai. Mais là, c'est trop tôt. Il faut vraiment attendre qu'ils soient sortis pour les traiter. Il faut vraiment attendre que le gazon soit vert. Là, ça va aller plus là, vers le milieu de mai. On a encore un petit peu de temps. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est le ménage qu'on fait. Bon, mais je vous souhaite une bonne saison à tous. Je sais que tu vas avoir beaucoup de travail. Oui, ça a débuté. Oui, votre travail fort. Amusez-vous bien dans votre jardin, tout le monde. Merci. Merci. Vous êtes de Laval, vous cherchez la robe, le sac ou l'accessoire qui fait « wow ». La boutique de mes deux prochaines invitées va certainement vous intéresser. Elle a pour nom la crème de la crème. Et ce sont deux fashionistas, vous allez voir, deux sœurs, quasiment identiques. Il s'agit de Valérie et de Claudia. Christina Patras. Oui. Les Patras Girls. Oui. Parlez-moi justement de la crème de la crème. Ça existe depuis quand, cette boutique-là? Ça fait depuis le mois de janvier. C'est une boutique où vous pouvez trouver des robes pour n'importe quelle occasion. Alors, les balles, les mères de mariée, un party, n'importe quoi. Ouais.
Et c'est un endroit où on va trouver la robe, les choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Qui fait les achats? Est-ce que c'est vous? Ça, on les fait ensemble parce qu'on aime vraiment voir qu'est-ce que les nouvelles tendances. Ça fait qu'on veut être tous les deux d'accord sur quoi qu'on veut acheter pour toute notre clientèle. Et ces choses-là, vous allez les chercher où, au juste? Un peu de partout. On a des lignes exclusives. On en a de l'Europe, de l'Amérique du Nord, à New York, un petit peu de partout. Bon, vous êtes 2 sœurs. Est-ce que vous avez toujours la même idée sur les vêtements à amener en boutique ou quelquefois vous avez des bonnes discussions toutes les deux? Non, pour ça, on est vraiment pareils. Ah, pareil? Oui, on adore le shopping, ça fait que ça c'est une bonne chose. Donc, vous avez transformé votre passion en un emploi, dans le fond, hein? Oui, exactement. Parlez-moi de la boutique en tant que telle, l'expérience client. Bien, pour commencer, l'expérience client, c'est vraiment, vraiment le fun. Les gens sont vraiment sympathiques. Ils aiment surtout qu'est-ce que le service qu'on leur offre. Puis, surtout l'expérience qu'on leur donne. VIP, ils adorent ça. Oui, parce qu'on rentre là et on a quelqu'un qui nous conseille au fur et à mesure de... On leur conseille on leur regarde, puis c'est sûr, dépendant de leur type de corps, puis leur événement, on peut leur suggérer plein de choses. Ouais. Dites-moi, pourquoi les femmes qui fouillent dans leur garde-robe n'ont jamais la bonne robe? Ah, ben là, ils sont pas venus chez nous, c'est pour ça. Et c'est vrai, hein? C'est-à-dire que moi, je vois ma femme souvent, on a un événement, un truc, puis elle fouille, puis elle trouve jamais. Et pourtant, il y en a une robe, là. Ouais. Bien, nous autres, si les femmes, on veut tout le temps quelque chose de nouveau aussi. On peut jamais porter la robe une fois. Bon, justement, si je veux quelque chose d'exclusif, est-ce que je vais trouver ça chez La Crème de la Crème? Oui, on a beaucoup de lignes exclusives que c'est juste nous autres qu'on a les droits. Alors, c'est le fun que c'est des choses différentes qu'on a. Ouais. Parce que rien de pire qu'une fille déteste que de se retrouver dans un party avec une fille qui a une même robe qu'elle. Ah non, on veut pas que 10 personnes aient la même robe. Non, surtout pour les graduations, c'est ça qu'on a commencé à faire aussi. Justement, vous avez les robes de mariée, je pense? Les robes de graduation ou les robes de soirée? Pas de mariée, mais pour les mères de mariée. OK. Ouais. Donc, on retrouve quoi, entre autres, justement? Faites-moi la nomenclature des choses qu'on peut acheter chez vous. On a graduation, mère de la mariée, les filles d'honneur, pour les baptêmes. Les fiançailles... même pour aller souper dehors, c'est un beau restaurant. On passe par La Crème de la Crème. C'est ça, oui. OK. Ça va entre quoi et quoi? Parce que c'est quand même des vêtements exclusifs, ce que vous proposez à votre clientèle. Bien, ça commence à, je te dirais, environ 200 $. Puis on a aussi notre ligne haut de gamme qui va jusqu'à 1500. OK. Puis sinon, l'affaire la plus chère que je peux me payer dans votre boutique, c'est 1500? C'est 1500. 1500? Ouais. Ah, ben, OK. Fait que si... Raisonnable. Très raisonnable. La clientèle type que vous visez, c'est quoi? Faites-moi le portrait de votre cliente. À ce moment, on a de tout parce que maintenant, on finit avec les graduations. Puis là, on commence beaucoup à avoir la mère de la mariée puis à avoir les filles d'honneur. Ça fait que là, on a vraiment genre de 16 ans jusqu'à, on va dire, 60 et plus. Bon, OK. Si j'ai pas disons, la forme physique que vous avez, je suis un peu plus rembourré comme moi je le suis. Ouais. Je suis une femme. Est-ce que je peux trouver chez vous? Est-ce qu'il y a des plus size? Oui, on a une ligne taille plus. Puis aussi, on va recevoir une autre ligne au mois de juin pour les tailles plus, pour les mères de la mariée. Vous rêvez de quoi avec La Crème de la Crème? Quel est votre rêve? Bien, peut-être finalement, plus tard, peut-être ouvrir un autre magasin. Puis aller de là après ça. Là, vous êtes ouvert 6 jours semaine, c'est bien ça? Oui. Prenez congé le lundi. Oui, une chance. Mais sinon, on peut appeler et prendre rendez-vous pour le dimanche. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on rouvre à midi, mais avant midi, on prend des rendez-vous pour que ça soit plus exclusif. Personnel. Oui, et personnel. Donc, de là, l'importance, justement, peut-être de les appeler. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour la boutique. C'est le 450-934-9318, 934-9318 dans le 450. Sinon, il y a la crème de la crème boutique.com, hein, le site Internet où on voit d'ailleurs toutes les collections. Il y en a même des Canadiennes, et ça, je veux vous féliciter. Ah, oui. Hein, vous poussez les designers québécois et même canadiens. C'est ça, on veut vraiment pousser le marché québécois. C'est une très bonne idée. Et la boutique de la crème, la crème de la crème, excusez-moi, c'est le 4375 boulevard Notre-Dame, c'est l'unité 101. Oui. Bon succès, les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir de vous revoir à Laval. Merci. L'industrie des nouvelles technologies ne jure que par les casques de réalité virtuelle. Jean-Philippe nous explique justement c'est quoi exactement ces dispositifs futuristes. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Amélie. Ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, bien, avant de parler des casques, peux-tu nous définir exactement c'est quoi
la réalité virtuelle? Écoute, c'est un tout nouveau monde. On a eu des propositions dans certains films dans les années 90 et jamais on n'aurait cru ça possible, mais on est rendu là, Amélie. Ça va révolutionner toutes sortes de choses. On parle de l'industrie du jeu vidéo, bien sûr, mais les films, j'ai l'impression que plus jamais on va regarder des films de la même manière. On va vraiment avoir l'impression d'y être et on va pouvoir nous proposer toutes sortes d'univers 3D virtuels. Pour te dire exactement, concrètement, ce que c'est un casque qui permet d'être immergé complètement dans un monde. Et puis, bien, comme je vous dis, dans les films, jeux vidéo, univers quelconque, mais ça couvre le casque, tout le champ du regard avec un écran panoramique. On peut faire certains gestes avec la reconnaissance des mouvements. Certains casques auront besoin d'espèces de manettes pour qu'on reconnaisse les mouvements, d'autres non. Et on pourra même se déplacer de quelques mètres, autant dans la réalité que dans la fiction. Et avoir l'impression d'être complètement ailleurs où on se trouve pour vrai, finalement. 360 degrés. Oui, exactement. Le regard, la tête, on va pouvoir bouger à 360 degrés. Il n'y aura aucun problème. Bon, c'est sûr qu'on est au premier balbutiement. C'est tout nouveau. La plupart des modèles vont être sortis dans les prochains mois. Bon, on s'attend à fin 2015. Certains, ça sera 2016. Il y en a déjà de disponibles, mais très peu. Alors, il faudra voir. Ce n'est peut-être pas encore parfaitement au point, mais on est rendu là. C'est le début là, pour monsieur, madame, tout le monde. On peut en voir un petit peu des fois dans les événements bien spéciaux, mais on pense tout de suite à jeux vidéo. Mais tu penses qu'un jour même, le cinéma va être comme ça? On va pouvoir regarder des films comme ça. Ça va pouvoir servir à toutes sortes de choses. Bien, même un concert. Je sais pas, ton band favori, c'est Coldplay. Et tu as l'impression d'être sur scène avec eux. Le casque te propose d'être sur le stage, si on peut me permettre. Alors, c'est complètement hallucinant. Et je pense, entre autres, pour certains métiers, si on veut former des gens, des chirurgiens, si on veut pratiquer... Pilote d'avion, si on veut tester une chirurgie, si on se trompe puis notre patient est mort là, dans la pratique, c'est pas bien grave. C'est ça. Visiter certains musées aussi sans voyager, sans dépenser des sommes astronomiques. Je pense aussi où on a pu voir récemment à la télévision et sur YouTube un homme qui, de par son travail, ne pouvait pas assister à l'accouchement de sa conjointe. On lui a prêté un casque et il avait l'impression d'y être, les larmes à l'œil. Il était dans la salle avec elle, mais évidemment sans pouvoir y toucher. Mais c'est entre autres des propositions qui nous seront donc données par ce casque. Alors déjà, là, que les jeunes sortent plus de la maison avec leur iPad, leur ordinateur et puis les iPhones et tout ça, là, on va sortir encore moins! C'est en plein ça. Et justement, tu me fais penser que certains casques vont fonctionner avec des appareils mobiles. C'est quand même bien fait, mais j'ai bien hâte de pouvoir le tester moi-même. J'ai pas eu l'occasion, donc j'ai vu seulement que des images. Ce qu'on dit là, actuellement, c'est qu'on n'est pas certain si le succès est garanti parce qu'il reste encore certains points à améliorer. C'est-à-dire qu'il y a plein de restrictions techniques. Si l'image n'est pas assez fine et qu'il y a trop de clignotements dans le casque, mais là, ça va nous donner non seulement des mal de tête, des étourdissements et on me faisait peur jusqu'à maintenant aussi de haut le cœur carrément. Donc, il faut vraiment que ça soit la top qualité pour qu'on se sente bien. Exactement, parce que si à l'inverse, là, comme je disais, pour avoir une image propre, naturelle, qu'elle trompe le cerveau, bien, il va falloir potentiellement des casques plus lourds, plus dispendieux, parce qu'on parle de plusieurs centaines de dollars pour la plupart des casques qui vont nous être proposés. Et puis, bien, on a peur aussi que ça puisse chauffer à l'usage. Donc, pendant combien de temps en ligne on pourra s'en servir, justement, ne serait-ce que pour un film qui dure au minimum 1h30? Est-ce qu'on va pouvoir, sans avoir de difficulté, là, de un, avoir assez d'énergie pour recharger le casque, et de deux, est-ce que ça va chauffer? Est-ce qu'on va être tanné, porté à l'enlever? Reste à voir tout ça. Et j'imagine que chaque compagnie, Apple, Sony, tout ça, développe chacun leur marque à eux. Si je te parle de ceux là, qui sont dans les plus connus, celui qui a été entre autres le précurseur, il est question d'Oculus Rift. C'est vraiment lui qui a fait parler davantage au tout début. Par la suite, on connaît les compagnies, comme tu dis. Il y a le Morpheus qui est proposé par Sony, le Gear de Samsung, certaines compagnies aussi comme HTC qu'on connaît dans les appareils mobiles, et Microsoft qui est jamais bien loin de gros projets du genre. Alors, ce sont les principaux qu'on regarde pour les lancements futurs. Et Jean-Philippe, en terminant, on peut t'écouter la radio le week-end. Je suis là au 96.9, c'est quoi, de 6h à 9h le samedi et dimanche. Excellent, on va t'écouter. Merci beaucoup. Merci. Quatre personnes, ça peut être quelques membres de sa famille. Oui, vous pouvez être quelques-uns. Ouais. Le nombre a plus ou moins d'importance, mais on vous demande de vous inscrire. Vous pouvez aussi faire, si vous ne voulez pas faire d'équipe, vous pouvez évidemment faire des dons en ligne ou acheter des luminaires.
C'est vrai, au coût de 5 n'est-ce pas? Exactement. 5 Puis tout l'argent est concentré dans notre région à nous ou elle est donnée à la Société canadienne? En fait, l'argent va aller à la Société canadienne du cancer au Canada. Par contre, il y en a quand même un grand montant qui est remis au Québec. Je vous donne un exemple. Dans les 5 dernières années, on parle d'environ 40 millions de dollars qui a été ramassé par la Société canadienne du cancer, qui est redistribué directement au Québec, ce qui veut dire environ 162 projets de recherche. À partir de quel âge on peut marcher? En fait, les enfants sont les bienvenus, évidemment accompagnés d'adultes. À partir de 16 ans, si on a l'autorisation des parents, les gens peuvent passer la nuit avec nous. Puis sinon, c'est de 7 à 77 ans. Alors, l'an passé, il y avait 128 734 personnes qui ont marché pour le relais pour Lévis. Si vous dites, je ne suis pas capable de marcher pendant 12 heures, bien, c'est une marche à relais. Fait que vous passez le relais, tout ça, bien sûr, pour la cause. Alors, je vous rappelle que c'est le vendredi 13 juin à l'école secondaire Leblanc. C'est de 19h à 7h le matin. Donc, on marche pendant toute la nuit. Pour inscription, www.cancer.ca. Puis sinon, le numéro de téléphone du bureau de Laval? 450-668-1013. Merci beaucoup. Merci. Je serai là et j'espère que vous aussi. Merci, on vous attend tous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que très peu d'entre nous parlent avec les patients, font de la recherche directement avec les patients. Donc, pour nous, en recherche fondamentale, le relais pour la vie ou des événements comme le relais ou pour toute la Société canadienne de cancer, c'est une façon pour nous d'être un peu plus concret, de rencontrer nos gens, brancher, donc, sur de le nous sujet. brancher sur le sujet, de rencontrer des gens qui bénéficient finalement de nos recherches. Le relais, c'est 12 heures de marche. Ce sont des équipes qui se greffent à cet événement-là, des équipes idéalement de 10 personnes. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai manqué si je n'ai pas assisté ou je n'ai pas participé à un relais pour la vie? Tout. Mais non, le relais pour la vie, c'est un événement en soi. C'est un événement qu'on vit de façon différente chaque personne, mais tout le monde en sort un peu changé. Il faut voir que dans le relais, on a trois grands aspects, c'est-à-dire célébrer les survivants, célébrer les gens qui se battent au quotidien avec cette maladie-là. Rendre hommage à ceux aussi qui se battent présentement, mais aussi à ceux qui sont malheureusement décédés de cette maladie-là. Et on a un volet lutter. Donc, tous les gens sont là pour lutter pour une même cause. Donc, un esprit commun qui vit au jour le jour et qui marche pendant 12 heures pour s'impliquer au niveau de la recherche et au niveau de la lutte contre le cancer. Et l'entourage aussi, qui fait une grande différence. Oui. Hein? Oui, on célèbre aussi évidemment les aidants naturels, donc les gens qui, au quotidien, vivent avec les gens qui ont le cancer, les gens qui sont en traitement. Il faut pas se leurrer, un cancer, c'est difficile pour le patient, mais c'est difficile aussi pour la famille, pour les gens qui sont entourés. Tout le monde connaît des gens qui ont eu le cancer et qui ont combattu. Ils savent combien c'est difficile, mais oui, on rend hommage aussi à ces gens-là qui côtoient au jour le jour des gens qui se battent contre la maladie. Si ça résonne en nous, le 13 juin, on peut s'inscrire déjà en ce moment? Oui, on peut s'inscrire. Idéalement, ce qu'on cherche, c'est des équipes. Donc, vous créez votre équipe, vous devenez capitaine, vous cherchez des gens dans votre entourage, vous vous inscrivez sur le site Internet ou vous pouvez appeler au bureau du relais pour la vie de Laval. Vous inscrivez votre équipe et vous avez jusqu'en juin pour ramasser le plus d'argent possible. On demande d'avoir environ 100 $ par personne, donc 1 000 $ pour l'équipe. Mais tous les dons sont les bienvenus, évidemment. Et c'est pas toutes des équipes de 10 personnes. Quelquefois, on peut avoir une équipe de 3 4 personnes. Ça peut être quelques membres de sa famille. Oui, vous pouvez être quelques-uns. Ouais. Le nombre a plus ou moins d'importance, mais on vous demande de vous inscrire. Vous pouvez aussi faire, si vous ne voulez pas faire d'équipe, vous pouvez évidemment faire des dons en ligne ou acheter des luminaires. C'est vrai, au coût de 5 n'est-ce pas? Exactement. 5 Puis tout l'argent est concentré dans notre région à nous ou elle est donnée à la Société canadienne? En fait, l'argent va aller à la Société canadienne du cancer au Canada. Par contre, il y en a quand même un grand montant qui est remis au Québec. Je vous donne un exemple. Dans les 5 dernières années, on parle d'environ 40 millions de dollars qui a été ramassé par la Société canadienne du cancer, qui est redistribué directement au Québec, ce qui veut dire environ 162 projets de recherche. À partir de quel âge on peut marcher? En fait, les enfants sont les bienvenus, évidemment accompagnés d'adultes. À partir de 16 ans, si on a l'autorisation des parents, les gens peuvent passer la nuit avec nous. Puis sinon, c'est de 7 à 77 ans.
Alors, l'an passé, il y avait 128 734 personnes qui ont marché pour le relais pour Lévis. Si vous dites, je suis pas capable de marcher pendant 12 heures, bien, c'est une marche à relais. Fait que vous passez le relais, tout ça, bien sûr, pour la cause. Alors, je vous rappelle que c'est le vendredi 13 juin à l'école secondaire Leblanc. C'est de 19h à 7h le matin. Donc, on marche pendant toute la nuit. Pour inscription, www.cancer.ca. Puis sinon, le numéro de téléphone du bureau de Laval? 450-668-1013. Merci beaucoup. Merci. Je serai là et j'espère que vous aussi. Merci. On vous attend tous. Oui, c'est ça. À la dernière émission, il nous a parlé de l'histoire de l'imprimante. Cette fois-ci, on veut savoir comment bien choisir son imprimante. Un spécialiste nous en parle du magasin André Inc. Monsieur André Dagenet, re-bienvenue. Bien, merci beaucoup. D'entrée de jeu, André, je voulais savoir, sur le marché, il y a toutes sortes d'imprimantes. Et comment on peut bien choisir son imprimante? On va séparer ça en deux. Il y a l'imprimante jet d'encre, l'imprimante laser. Voilà. De là, il faut comprendre qu'il y a différentes catégories. L'imprimante pour le particulier, l'imprimante qu'on va appeler intermédiaire ou pour les travailleurs autonomes, puis l'imprimante pour le gros volume. Les personnes, là, que c'est un outil, là, que ça roule la journée longue. Ouais, OK. Le particulier, surtout, c'est là qu'on retrouve le plus gros marché où il y a le plus de mouvements d'impression. C'est là qu'on achète le plus d'imprimantes. Le danger à faire, c'est qu'on arrive souvent dans les magasins à grande surface, puis on regarde le prix. On achète un prix. C'est ça. Ça, c'est la pire erreur à faire. C'est vrai. Ça devrait être la dernière chose qu'on devrait faire. On devrait commencer par se poser la question, notre besoin. On a-tu besoin de couleurs? On a-tu besoin d'avoir Wi-Fi, e-print? Regardez la technologie. On a-tu besoin d'un fax, d'un scan? Une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on a besoin, souvent, le particulier va aller plus vers l'imprimante jet d'encre parce que c'est la plus abordable, puis on a juste des petits volumes. Voilà, OK. Une fois qu'on a localisé notre besoin, on sait que notre volume veut qu'on ait une petite jet d'encre. Il faut surtout regarder les consommables, les fameuses cartouches d'encre. Oui, ça, on peut en parler longtemps. Parce que ça arrive souvent que le monde arrive au bureau chez nous acheter des cartouches, puis la première réaction, ça me coûte plus cher de cartouches que d'imprimante. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. On aurait dû, la personne qui vous a vendu l'imprimante, regarder avec vous, justement, les consommables. Regardez le prix des cartouches, puis évitez aussi, dans les cartouches, que ce soit des cartouches que les 3 couleurs soient dans la même cartouche. Oui. Parce que souvent, on va utiliser plus de rouge, plus de bleu, OK? Mais s'il n'y a plus de jaune, s'il n'y a plus de bleu, bien, on vient de gaspiller totalement la cartouche. Voilà. Donc, pour le particulier, le meilleur choix à faire, c'est d'avoir des cartouches individuelles. Une pour la noire, une pour la rouge, une pour la bleue, et une pour la jaune. OK. De faire le calcul aussi, de regarder, parce que souvent, sur la cartouche, c'est marqué qu'on va faire 600 pages. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que 600 pages, c'est à 5 %. Une page comme ça, c'est à peu près 10 à 15 %. Donc, il ne faut pas penser, parce que c'est marqué 600 pages, qu'on va systématiquement imprimer 600 pages. OK. Il faut prendre en considération le nombre de la quantité d'encre, le nombre de pages que la cartouche va faire, et prendre en considération surtout la quantité d'encre qu'on va mettre sur la feuille. Oui, c'est ça. Si c'est en couleur ou en noir et blanc, j'imagine. Exactement. Fait que si la cartouche est faite pour faire 600 pages, mais on fait du 10 %, donc on va en faire 300 pages. Puis tout est calculé à base de 5 %. OK. OK, le standard, c'est 5 % Là, on vient d'apprendre de quoi, là? Oui. Puis c'est là que ça nous évite de gaspiller, de faire les mauvais choix d'imprimante. OK. Regardez les consommables et divisez le prix par le nombre de copies qu'elle va faire. OK. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'au lieu de payer peut-être 50, vous allez payer 70, mais... On va économiser quelque part. On va économiser, parce que quand on fait le mauvais choix, qu'est-ce qu'on a sauvé là? On va le payer ailleurs. OK. Puis ça devient désagréable. Puis il ne faut pas faire l'erreur non plus de penser que ça coûte moins cher réacheter une imprimante. Ouais. On achète une imprimante et vous mettent de l'encre juste pour vous montrer que l'imprimante fonctionne. OK. OK? Parfait. Si on va dans l'intermédiaire, les travailleurs autonomes, une chose qu'il faut vérifier, de ne pas acheter des imprimantes trop petites. Si l'imprimante n'a pas été faite pour sortir le volume d'un travailleur autonome, qu'est-ce qu'on va sauver encore en achetant une petite imprimante? On va le payer au coût à la copie. Plus les imprimantes ont été fabriquées pour faire du gros volume, plus les cartouches d'encre vont avoir un gros volume en conséquence. Ah, c'est bon. Puis, oui. Donc, je voulais juste te dire, parce qu'il nous reste 1 minute, je voulais que tu nous parles de l'imprimante sans papier. Ça, on en avait parlé tantôt. Oui. C'est sûr que l'imprimante sans papier, on appelle ça une tablette.
C'est une tablette. Mais il y a des technologies qui s'en viennent, qui vont être sur grandeur feuille de papier, dans lequel c'est qu'on va transférer notre média, notre document. C'est à peu près l'épaisseur d'un carton. Une tablette épaisseur d'un carton, mais c'est simplement fait pour du texte. Donc, un peu comme une liseuse, on va parcourir nos documents, puis quand c'est terminé, bien, on la remet à zéro. Ça, c'est la technologie. Ça existe déjà? Ça existe, mais pas vraiment encore accessible. OK, on ne peut pas trouver ça dans les magasins? Non, c'est vraiment là, actuellement, en recherche. Il y a d'autres technologies qui sont arrivées aussi, que c'est des papiers qu'on appelle réancrables. Donc, quand on a fini, on repasse le papier dans l'imprimante, ça l'efface, ça recommence. Hey, juste en terminant, je voudrais que tu nous donnes le numéro de téléphone et l'adresse de André Ing, s'il te plaît, qu'on va aller te rejoindre. André Ing, au 3151 boulevard d'Agenais à Laval. Pour plus facile, c'est que sur notre site Internet, sur andreing.ca, dans le blog, il y a un document complet sur comment acheter son imprimante. Bien, Monsieur André Ing, un gros merci. Merci. Ça nous a informé pas mal. Merci beaucoup. Merci bien. Il est notre avocat en résidence et également animateur de l'émission Justice citoyenne que vous pouvez voir toutes les semaines sur les ondes de TV Laval. Mathilde Lamarche, bonjour. Bonjour. On parle des accidents de la route, un vaste sujet qu'on va pouvoir traiter qu'en 4 ou 5 minutes. C'est une loi complexe, c'est la loi sur l'assurance automobile du Québec. Depuis 1978, on sait qu'il y a un régime d'indemnisation d'accidentés d'automobile. Ce qu'on appelle le no-fault. Exactement, c'est un régime d'indemnisation sans responsabilité. Et c'est un régime d'indemnisation sociale. Donc, c'est tout un processus qui prévoit des indemnités au niveau des remplacements de revenus, des indemnités au niveau des préjudices qu'on peut subir au niveau corporel, psychologique et financier. Il y a plusieurs aspects à cette loi-là. C'est une loi qui est quand même assez gigantesque. Il y a combien d'articles, d'ailleurs? Je ne sais pas au-dessus de 300 probablement, au niveau des réglementations aussi qui sont ajoutées à cette législation-là. Il y a des dispositions qui prévoient de l'aide personnelle à domicile. Il y a des dispositions qui prévoient une réadaptation. Il y a des dispositions qui prévoient une panoplie d'applications, entre autres pour les gens qui sont à l'emploi, les gens qui sont pas à l'emploi, les travailleurs âgés, les gens à la retraite, les étudiants. Donc, c'est une loi assez complexe pour savoir si oui ou non on est couvert par cette loi-là. Est-ce que le commun des mortels s'y retrouve ou il a besoin de quelqu'un pour l'aider là-dedans? Si on est dans le cadre d'une application générale où c'est un accident d'automobile qui survient sur la voie publique, à ce moment-là, on sait qu'on est couvert par l'assurance automobile du Québec. Mais à partir du moment où l'accident intervient, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment l'importance, finalement, là, de documenter comme il faut l'événement, la symptomatologie, que ça peut aller au niveau du rapport ambulancier, ça peut aller au niveau du rapport policier. Lorsqu'on va à la salle de triage à l'urgence, bien indiquer les personnes témoins, aussi les lésions qu'on a pu subir, et aussi souvent au niveau physique et au niveau psychologique, on a peut-être des fois des accidentés beaucoup plus importants au niveau des traumas crâniens, au niveau des stress post-traumatiques. Donc là, c'est l'entourage qui doit intervenir. L'entourage doit intervenir. Et documenter. Oui, et rapidement, même si on sait qu'on a un délai de 3 ans pour soumettre sa réclamation, rapidement, il faut s'assurer que le suivi médical et les éléments d'information qu'on retrouve aux différents rapports policiers ou ambulanciers sont notés. Mais on est dans la panique à ce moment-là. Soit parce qu'on est impliqué ou même l'entourage. Et l'entourage devrait être une aide importante. Et on sait que contrairement à la loi sur les accidents de travail, il n'y a pas vraiment d'appui ou de support. Hein, on se retrouve avec une série de formulaires à remplir, le rapport médical complémentaire du médecin traitant, le rapport ambulancier, le rapport de police. Donc, et il y a plusieurs possibilités d'obtenir des informations et il faut que ces informations-là soient colligées d'une façon correcte et non contradictoire. Et je peux avoir un accident aujourd'hui, mais n'en ressentir les effets que 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. L'évolution de la symptomatologie aussi. Et au niveau des investigations médicales, on sait qu'on va aller au plus rapide. Hein? On va aller au trauma le plus important. Alors, si votre trauma est une plaie ouverte au niveau de l'épaule ou au niveau du bras, peut-être qu'au niveau lombaire, vous avez moins de suivi, vous ne l'indiquerez pas. Et au bout de 2-3 mois, vous allez avoir une hernie discale ou un problème au niveau lombaire et ça n'aura pas été noté.
Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est difficile de prouver qu'effectivement, il y a eu lésion ou il qu'il y a faut un dommage? absolument à ce moment-là regarder au niveau du mécanisme accidentel s'il y a eu tout le moins mention de douleur et si on en a parlé au niveau des différents traitements qu'on peut avoir subis, au niveau des soins paramédicaux, exemple, que ce soit une radiographie ou que ce soit des soins physiothérapeutes. Des fois, c'est noté, ces éléments-là. OK. Il nous reste 60 secondes. Vous donnez quoi comme conseil à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être pris dans un problème du genre? Moi, je pense que le plus important, c'est qu'en matière d'accident d'automobile, il faut absolument le déclarer. Des fois, il y a des petits accrochages, des fois, il y a des petits... on sait qu'au niveau des accidents de travail, on a l'obligation de déclarer. Alors, il y a des gens qui vont attendre à la salle de triage à l'urgence, ne consulteront pas immédiatement. Et malheureusement, parfois, comme vous avez dit, 2-3 semaines, une semaine après, on peut avoir des douleurs. Mais il existe des organismes, et d'ailleurs, lors de l'émission, on va avoir un représentant d'un organisme de défense des accidentés d'automobile qui va venir nous expliquer l'accompagnement qui peut être fourni aux victimes d'accidents d'automobile. Si vous avez des problématiques pour lesquelles vous aimeriez avoir réponse à l'émission Justice citoyenne, vous pouvez écrire justement à justicecitoyenne@tvrl.ca et surtout ne manquez pas l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Éric. Merci. Aujourd'hui, nous sommes au centre Yoga Cœur Action pour en apprendre plus sur les bienfaits pour le cœur, pour le corps et pour l'esprit, les bienfaits du yoga. Donc, nous sommes avec Madame Pascale Charret. Donc, bonjour Pascale. Bonjour Véronique. Cœur Action, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre mission? Alors, Yoga Cœur Action a été fondé il y a à peu près 4 ans et c'est un centre où je souhaite offrir à tous les Lavallois une occasion de, oui, prendre des cours de yoga, mais aussi s'offrir d'autres types d'outils tels le coaching, des ateliers de méditation, on a des conférences et en fait, des outils pour connecter avec ce qu'ils sont, pour connecter avec leur bonheur, pour se faire du bien et gagner de la vitalité, tant personnelle que professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits du yoga, en fait? Oui, moi, je crois qu'un des beaux atouts, une des belles plus-values du yoga, c'est qu'on apprend à respirer. Donc, on respire beaucoup, on reçoit beaucoup d'oxygène et l'oxygène comme l'eau, des éléments essentiels pour que les cellules puissent retrouver tout ce qu'ils ont besoin pour fonctionner. Alors, d'oxygéner son corps, c'est se donner une grande occasion de gagner en vitalité. Aussi, de connecter avec sa respiration, hein, c'est l'outil premier pour rentrer à l'intérieur de soi. Alors, les gens qui commencent le yoga, bon, rapidement vont dire « Hey, là, je respire beaucoup plus souvent. Ah, ça m'aide tellement. Ah, là, je peux me détendre parce qu'ils reviennent à eux grâce à leur respiration. » Puis après ça, c'est sûr qu'on peut parler de, bon, le corps prend de l'expansion, le corps se tonifie. C'est sûr qu'au niveau organique, on bouge, on contracte, on étire les organes avec les muscles et tout ça, mais ça a un bel effet de vitalité, de tonification au niveau des organes. Puis tout ça aussi contribue à apprendre à se détendre et à vivre la détente. Bon, il y aurait beaucoup d'autres éléments, là, tu sais, contrôle du stress, concentration, favoriser le système hormonal. Bon, je pourrais en nommer encore tout plein, mais je dirais essentiellement, le gros cadeau du yoga, c'est la respiration, l'oxygène qu'on s'offre. En ce sens, en fait, avec tous ces bienfaits, une personne peut venir ici pour vraiment chercher un cheminement qui serait personnalisé. Et qu'est-ce qu'on pourrait, en fait, qu'est-ce que vous offrez pour chaque personne? Quel type de cours? Très bien. Donc, on a en ce moment à l'horaire une dizaine de cours de yoga, entre autres. Donc, on a du yoga doux, puis on dit du yoga régulier. Le yoga doux s'adresse à des gens qui débutent, qui s'initient, ou encore qui aiment un rythme plutôt lent, déposé. Puis ensuite, on a des cours de yoga réguliers pour ceux qui en font déjà ou qui aiment aller chercher un rythme plus soutenu, des postures plus avancées, une expérience un peu plus intensive. Et par ailleurs, ce qu'on offre aussi il y a l'initiation à la méditation.
qui permet de s'introduire à différents types de méditation. Puis on a aussi un bel atelier sur la méditation pleine conscience qui est vraiment apprécié aussi, puis de plus en plus recommandé par le corps professionnel de la santé. Puis ensuite, ça ajoute des événements spéciaux inspirés des saisons, des fois des conférences, donc toutes sortes de belles occasions. Et puis, qu'est-ce que j'oubliais aussi? Bon, le coaching aussi, qui pourrait être une avenue intéressante pour gagner en vitalité. Vous parlez du yoga doux. J'imagine que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, même moi, je pourrais venir ici pour m'initier et je serais capable de suivre le rythme avec les autres dans le cours. Ah, bien, tout à fait. Alors, monsieur, madame, tout le monde, toi, jeune ou plus âgé, on peut arriver à trouver un cours qui est adapté à soi. Et nous, on est tous des professeurs certifiés ici, puis on aime bien être à l'écoute de nos élèves. Puis justement, étant donné que le yoga, c'est vraiment un moment pour soi et qui est fait pour être respectueux de son corps. Alors, les professeurs vont aider les élèves si jamais ils ont des lacunes ou des fragilités à certains niveaux dans leur corps. On va leur permettre d'adapter les postures pour mieux vivre leur yoga, puis vraiment leur permettre d'en recevoir les bienfaits, là. Est-ce qu'il y aurait un enchaînement, si on pourrait dire, typique pour un débutant comme moi qui voudrait peut-être soit à la maison, soit venir ici, qui voudrait s'essayer à faire du yoga? Alors, je dirais que dans les cours de débutants, ce qu'on essaie de faire, c'est permettre aux élèves de ressentir leur corps. Oui, il y a des postures clés classiques qui leur permettent, par exemple, d'ancrer leurs jambes, de ressentir l'espace dans leur colonne, de ressentir leur respiration. Puis, tranquillement, on les amène souvent à apprivoiser la salutation au soleil, par exemple, qui est un classique dans le monde du Hatha Yoga, qu'on enseigne ici, entre autres. Et donc, ils vont pouvoir s'approprier cette belle routine de yoga qu'ils pourront faire chez eux à leur guise, parce que c'est comme un cycle de mouvement, puis qui nous permet au quotidien de savoir comment on se sent aujourd'hui, puis ensuite de se redonner de l'énergie ou de délier le corps, par exemple, avant de partir sa journée. Comment est-ce que je peux faire, moi, pour venir m'inscrire ici au Centre Yoga Cœur Action? Bien, je vous dirais que la première chose à faire, c'est aller visiter notre site Internet pour nous connaître un petit peu. Donc, c'est yogacoeuraction.com. Et puis, c'est 514-913-5154. Bien, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Et je vais inviter tous les Lavallois, en fait, à découvrir ce centre-là et à prendre soin de leur santé, tant mentale que physique. Ça fait un plaisir de te rencontrer aujourd'hui et de profiter de l'ambiance si zen du Centre Yoga Cœur Action. Merci. Bien, merci beaucoup, Véronique. Les sensations dans le cœur. Plusieurs l'attendaient avec impatience, le 7e film de la franchise Rapide et Dangereux, ou Fast and Furious, dont le plus récent s'appelle tout simplement Furious 7. J'ai de la misère. Oui. Furious! Furious, mais tu l'as. Je l'ai. Nicolas Vincent Poirier, écoute, j'espère que tu pourras nous éclairer sur le mystère entourant la mort de Paul Walker et surtout comment ils ont pu compléter le tournage sans lui. Ça a dû être... Ça a dû être l'enfer, la production de ce film-là, parce que à la base... les studios qui ont produit ce film-là, je pense que c'est Universal, ils n'ont pas tant de franchises que ça. Donc, ils ont décidé de pousser encore Fast and Furious, comme s'il y en avait déjà pas assez. On était rendu au 6 en 2013. C'est leur vache à lait. Exactement. Puis quand le 2 a sorti, le 2, c'était, je pense, le moins bien coté de la série. Puis bon, déjà, ça s'essoufflait. Puis bon, ça va se terminer. Peut-être qu'il va y en avoir un autre au club vidéo. Mais non, le réalisateur Justin Lin a repris la franchise. Et c'est James Wan qui a pris les commandes en tant que réalisateur. Et James Wan, c'est lui qui a réalisé Décadence. Son plus gros budget, on parle de 20 millions de dollars en tant que réalisateur. Et pour ce film-là, le budget du dernier Fast and Furious, c'est 250 millions de dollars. Donc, il est sur une autre planète totalement, là. Il y a un produit à livrer en temps parce que les studios voulaient ça en juillet 2014. Ils voulaient se dépêcher. Et bon, avec la mort de Paul Walker, tout a arrêté. Et là, plus personne ne savait quoi faire parce que
Paul Walker avait tourné à peu près la moitié de ses scènes. Donc, ça aurait pu vraiment être annulé carrément, là, ça devient compliqué. Oui. Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a déjà parlé des assurances durant un film. Bien justement, ça sert à ça. Si quelque chose de terrible comme ça arrive, ton acteur principal meurt, eh bien, et voilà, les assurances s'occupent de ça, mais qui aurait pu imaginer que Paul Walker serait décédé dans des situations comme ça? Donc, les assurances servent à la post-production qui est rallongée beaucoup. Mais les assurances servent à protéger le tournage s'il arrive quelque chose, à protéger les investisseurs, parce qu'à la base, je suis sûr que c'était pas 250 millions de budget, c'était peut-être dans les 160 comme le tout dernier. Mais là, tout à coup, 250 millions, ça doit compter pour ce que peut-être les assurances ont déboursé, parce que c'est des gens qui investissent, qui mettent ces fonds-là, les 160 millions. Donc, il faut qu'il y ait une certaine assurance là-dessus. Donc, une fois que Paul Walker est décédé en novembre 2013, alors là, bon, on pensait que la franchise serait terminée parce que les délais de livraison, ça devait sortir au cinéma en juillet 2014, donc ça n'avait pas de sens. Donc, finalement, après quelques mois de pause, ils ont trouvé la façon. Ils ont engagé pour certaines scènes les frères de Paul Walker, qui lui ressemblent beaucoup. Ensuite de ça, ils ont engagé d'autres acteurs qui lui ressemblaient beaucoup, en tout cas au niveau du corps. C'est son niveau physique, peut-être pas au niveau du visage. Écoute, j'aime pas vraiment cette franchise-là. Des courses d'auto, c'est pas mon truc vraiment, mais c'est bourré d'action. Et pour ceux qui ont aimé tous les autres films de la franchise, vous allez adorer celui-là. C'est bourré d'action. Et même moi, j'ai été surpris. J'ai bien apprécié ça pour ce que c'est. Vraiment, c'est un très bon divertissement. 2h15 en plus. Donc, ça vaut le coup de voir ça au cinéma. Et ça a battu tous les records au box-office pour le premier week-end, je crois. Oui. Écoute, 250 millions de budget, 388 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. On s'est presque déjà remboursé. C'est le double, il faut avoir 500 000. C'est que ça, dans 2 jours. Dans 2 jours, ça va être fait. Dans Merci 2 jours. beaucoup, Nicolas.